Si cette vidéo est apparue sur votre écran, ce n'est pas par hasard. Carl Jung a appelé ces moments des synchronicités, des coïncidences chargées de sens, des signes que quelque chose de profond se passe dans les couches les plus profondes de votre esprit. Vous êtes ici parce que vous avez traversé quelque chose dont la plupart des gens ne survivent pas sans s'effondrer. Jung a découvert que la vie nous présente ce qu'il appelle l'épreuve finale, une confrontation avec l'inconscient si intense qu'elle nous détruit ou nous transforme en quelque chose de complètement nouveau. Ce qui rend cette découverte si puissante, c'est que presque toutes les personnes qui subissent ce test croient souffrir d'une dépression. Ils pensent que quelque chose ne va pas dans leur esprit, qu'ils perdent le contrôle. Mais Jung s'est rendu compte qu'en réalité, c'est tout le contraire, c'est un progrès, le moment précis où la conscience brise ses limites antérieures. Et si vous êtes toujours là, à chercher des réponses, à essayer de comprendre ce qui s'est passé, vous avez déjà franchi la première étape. La question est maintenant de savoir si vous comprenez le secret que ce passage a révélé. Car une fois qu'on a compris ce que Jung a découvert sur cette transformation, tout ce qui ressemblait à de la souffrance se révèle être une initiation. L'épreuve finale n'est pas annoncée avec faste ou avertissement. Elle arrive déguisée en crise, en catastrophe ou en effondrement. Cela peut se manifester par un isolement soudain des personnes que vous pensiez essentielles à votre vie. Tout ce qui comptait autrefois, les ambitions professionnelles, la validation sociale, l'identité soigneusement construite semble soudain vide et dénuée de sens. Vous n'êtes pas déprimé au sens clinique du terme. Vous faites l'expérience de ce que Jung appelle le retrait de l'énergie psychique des objets extérieurs. Votre inconscient vous attire parce que quelque chose de fondamental doit changer. Les signes sont indubitables quand on sait quoi chercher. Vous perdez tout intérêt à maintenir les masques sociaux qui semblaient auparavant indispensables. Les conversations superficielles deviennent insupportables. Les relations vides semblent étouffées. Il ne peut plus feindre d'être enthousiaste pour des choses qui le passionnaient auparavant. Vos amis et votre famille remarquent que vous avez changé et s'inquiètent. Ils pensent qu'ils traversent quelque chose de grave. Ils veulent que tu reviennes à la normale. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous avez surmonté le contenant psychologique qui vous contenait autrefois. Votre psychisme exige plus d'espace, plus de vérité, plus d'authenticité que ce que votre ancienne vie pouvait offrir. Ce n'est pas une régression. C'est une croissance qui, pour ceux qui vivent encore en pilote automatique, ressemble à une désintégration. L'isolement que l'on ressent pendant cette période a un but précis, documenté par Jung dans des centaines de cas. Lorsque vous êtes seul, dépourvu de validation externe et de distraction, vous êtes obligé de faire face à votre vrai moi, et non à la version éditée que vous présentez au monde. La plupart des gens passent toute leur vie à éviter cette rencontre. Ils remplissent chaque instant de bruit, d'activité et d'opinion des autres pour ne jamais avoir à faire face aux questions qui surgissent dans le silence. Qui suis-je au-delà de ces rôles? Qu'est-ce que je veux vraiment, au lieu de ce qu'on m'a appris à désirer? Quelles parties de ma personnalité sont authentiques et quelles sont les stratégies de survie pour éviter le rejet? Ces questions sont terrifiantes car il n'y a pas de réponse facile. Ils vous obligent à endurer l'incertitude et l'ambiguïté. Mais c'est précisément cette tolérance à l'incertitude que vous développez lors de l'examen final. Vous apprenez à exister sans les béquilles psychologiques dont dépendent la plupart des gens toute leur vie. Jung lui-même a suivi ce processus et son expérience est devenue la base pour comprendre le test final. En 1913, à 37 ans, il est au sommet de sa réussite professionnelle. Il fut le successeur choisi par Sigmund Freud, héritier de la psychanalyse, avec une carrière prospère et une reconnaissance internationale. Puis quelque chose en lui s'est brisé. Il a commencé à avoir des visions et à entendre des voix. Ses collègues pensaient qu'il vivait une crise psychotique. Lui-même pensait qu'il devenait fou. Il perd son amitié avec Freud, sa position professionnelle devient incertaine et il entre dans ce qu'il appellera plus tard une confrontation avec l'inconscient. Pendant 6 ans, Jung a exploré des territoires psychologiques qui le terrifiaient. Il a enregistré ce voyage dans ce qui est devenu le Livre rouge, un immense volume rempli de visions, de dialogues avec des figures intérieures et d'illustrations d'expériences qui semblaient venir au-delà de son esprit conscient. Pour le monde extérieur, Jung ressemblait à un homme au bord de l'effondrement total. Il se retire de la vie publique, cesse de publier des ouvrages académiques et se consacre entièrement à l'exploration de ses expériences internes. Sa femme, Emma, craindrait pour sa santé mentale. Ses collègues se demandaient s'il retrouverait un jour une vie professionnelle normale.
Certains spéculaient ouvertement que Jung avait perdu la tête et ne pratiquerait plus jamais la psychologie. Mais Jung faisait quelque chose de révolutionnaire qui allait changer à jamais le domaine de la psychologie des profondeurs. Il traitait son propre psychisme comme un laboratoire, explorant délibérément les contenus inconscients qui émergeaient plutôt que d'essayer de les supprimer ou de les soigner. Il pratiquait ce qu'il appelait une imagination active, dialoguant avec les figures intérieures apparaissant dans ses visions. Il dessinait des mandalas pour donner forme à des états psychologiques qui ne pouvaient être exprimés par des mots. Il s'est permis d'éprouver des émotions et des idées que la psychologie conventionnelle aurait qualifiées de pathologiques. Grâce à ce processus, Jung a découvert que ce qui semblait fou à l'extérieur était en réalité un processus naturel de développement. La psyché se réorganisait à un niveau plus profond. Il n'était pas malade, c'était un alchimiste en transformation. The Alchemist S.W. propose des exercices pratiques, des limites basées sur Jung et 3 vidéos exclusives pour transformer la confusion en clarté. Par Serial Mind, un e-book de 236 pages disponible en téléchargement immédiat. Commencez dès maintenant sur serialmind.com. Ce qui se passait n'était pas une crise, mais l'intégration de contenus auparavant inconscients, créant une perception de soi plus large et plus complète. Il ne devenait pas fou. Il devenait sain d'esprit d'une manière que la plupart des gens n'osent jamais essayer. Et c'est là que l'histoire de Jung révèle une controverse qui trouble encore la psychologie conventionnelle. La société appelle ce que Jung a vécu une maladie mentale, une crise qui nécessite des médicaments et une hospitalisation. Mais il découvre qu'il s'agit d'une initiation, d'une mort et d'une renaissance nécessaire du moi psychologique. Le test final est le moment où votre ancienne identité doit mourir pour que quelque chose de plus authentique puisse émerger. Ce n'est pas une métaphore. C'est une mort psychologique littérale où tout ce que vous croyez de vous-même se dissout. La controverse n'est pas que cette expérience soit douloureuse, tout le monde reconnaît la souffrance qu'elle implique. La controverse réside dans l'affirmation de Jung selon laquelle cette souffrance est nécessaire, utile et finalement bénéfique. La psychiatrie moderne veut soigner ces expériences jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Jung a cependant montré qu'ils sont la clé d'une évolution à laquelle peu de gens ont le courage d'affronter. Leur version de ce que vous devriez être. Vos collègues peuvent remettre en question vos compétences lorsque vous arrêtez de jouer au jeu de l'entreprise. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous ne vous perdez pas, vous vous retrouvez enfin. La chute de la personnalité est la mort la plus publique du processus, car elle expose le mensonge qui soutenait sa vie sociale. Vous réalisez que vous avez passé des années à construire une image pour plaire aux autres, et maintenant cette image s'effondre comme du papier mouillé. Les gens réagissent avec inconfort parce que votre nouveau moi ne correspond plus au rôle qu'ils vous ont projeté. L'enfant obéissant cesse d'être obéissant. Le professionnel ambitieux se désintéresse des promotions. L'ami toujours disponible n'est plus l'épaule sur laquelle pleurer. Et cela fait peur à ceux qui comptaient sur leur masque pour se sentir en sécurité. Mais ce qui apparaît comme une crise d'identité est en réalité la naissance d'une authenticité rare. Vous arrêtez de vivre selon les attentes des autres et commencez à agir à partir d'un centre interne qui n'a jamais été consulté. Les décisions qui étaient autrefois prises par peur de la désapprobation sont désormais guidées par une clarté déconcertante. Vous dites « non » sans culpabilité. Vous recherchez ce qui compte vraiment, même si cela vous déplaît. Vous cessez de vous soucier de ce que pensent les autres non pas par rébellion, mais parce que vous réalisez que leurs opinions ne concernaient jamais vous, mais leurs projections. Ici, le plus grand défi n'est plus la peur de l'inconnu, mais la tentation du retour en arrière. La pression pour se ressaisir est énorme, surtout lorsque votre entourage commence à vous traiter comme un problème à résoudre. Il propose des solutions faciles, une nouvelle relation, un autre travail, un changement de ville. Mais vous savez qu'aucune de ces choses ne résoudra ce qui se passe, car le problème ne vient pas du monde extérieur. C'est dans la façon dont vous vous rapportez à lui. Et c'est alors que commence la véritable transformation. Lorsque vous acceptez qu'il n'y a pas de retour en arrière, que la personnalité ne peut pas être reconstruite, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous découvrez que vous n'en avez pas besoin. Les masques que vous utilisiez pour vous protéger vous semblent désormais lourds et inutiles. Vous réalisez que l'approbation des autres n'a jamais remplacé l'acceptation de soi. Et, pour la première fois, vous vous autorisez à exister sans justification. Ce qui émerge de ce processus n'est pas une version améliorée de qui vous étiez, mais quelque chose d'entièrement nouveau. Ce n'est pas un moi parfait, c'est un vrai soi. Et cette réalité, aussi inconfortable qu'elle puisse être au début, est la seule base solide sur laquelle peut se construire une vie authentique.
Car, en fin de compte, la mort psychologique n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais le courage de vivre. Les réponses. Vous ne vous contentiez pas d'explications superficielles. Et maintenant, alors que vous reconnaissez ce qui est en jeu, quelque chose en vous s'aligne, il n'y a pas de retour en arrière. Ceux qui n'ont jamais affronté ce processus croient que la vie est une séquence de réalisation, une accumulation de masques de plus en plus raffinés. Mais vous savez déjà que ce n'est pas le cas. La vraie maturité ne consiste pas à perfectionner la personnalité, mais à la dissoudre. Il ne s'agit pas de maîtriser les jeux sociaux, mais de refuser d'y jouer. Et cela, pour la plupart, est une trahison. Parce que le monde ne récompense pas ceux qui abandonnent le scénario. Il punit. Vos collègues, amis et même les membres de votre famille peuvent réagir avec inconfort. Ils ne vous reconnaissent plus, parce que ce qu'ils ont vu auparavant, ce n'était pas vous, c'était une version éditée, une performance. Désormais, sans filtre, vous devenez imprévisible. Et les frayeurs imprévisibles. Mais voici l'ironie, plus vous refusez de jouer le rôle attendu, plus les personnes qui comptent vraiment commencent à graviter vers vous. Non pas parce que vous êtes devenu plus sympathique, mais parce que, pour la première fois, ils ont l'impression d'avoir affaire à quelque chose de réel. Et puis vient la question que peu osent se poser, et maintenant? La réponse n'est pas un nouvel ensemble de règles, une philosophie toute faite ou un gourou qui promet le salut. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et, en même temps, d'infiniment plus difficile, vivre sans garantie. Sans l'illusion du contrôle. Sans la sécurité des masques. Vous devenez un étranger dans votre propre monde, non pas parce que vous avez déménagé, mais parce que vous voyez enfin ce qui a toujours été là, caché sous des couches de convention. Cela ne veut pas dire que vous devenez invulnérable. La douleur existe toujours. L'incertitude existe toujours. Mais quelque chose change dans la façon dont vous les vivez. Vous n'êtes plus spectateur de votre propre vie, réagissant à chaque stimulus comme s'il s'agissait d'une menace. Vous devenez l'observateur conscient, celui qui reconnaît la peur, la colère, la honte et choisit, à chaque instant, comment réagir. Pas par obligation, pas par peur du jugement, mais parce que vous savez désormais que le choix vous appartient. Et c'est là que la plupart abandonnent. Parce que la liberté fait plus peur que la prison. L'authenticité demande plus de courage que de conformité. Mais ceux qui persistent découvrent quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous arrêtez de vous battre, le monde qui vous entoure commence à se réorganiser. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez arrêté de projeter sur lui vos propres illusions. Les relations deviennent plus claires. Les objectifs, plus clairs. Même l'échec perd de son poids écrasant car on ne le considère plus comme une preuve d'insuffisance, mais comme une partie du chemin. Vous ne devenez pas parfait. Vous devenez entier. Et cette intégrité est ce qui vous permet de naviguer dans la vie sans vous perdre. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous n'avez plus peur des questions. Non pas parce que vous maîtrisez l'art de plaire, mais parce que vous avez appris à vivre sans avoir besoin d'être approuvé. Et en fin de compte, c'est ce qui définit la vraie force, non pas la capacité de résister, mais le courage d'exister exactement comme vous êtes. Vous avez refusé d'accepter l'explication conventionnelle selon laquelle quelque chose n'allait pas chez vous. Au lieu de vous contenter de diagnostics ou d'étiquettes toutes faites qui diminuaient votre expérience, vous avez persisté dans la recherche, jusqu'à ce que vous trouviez des structures comme celle de Jung qui transformaient votre douleur en sang, votre crise en métamorphose. Ce n'était pas une pathologie. C'était de l'alchimie. Et cette volonté de rechercher la compréhension plutôt que le réconfort est ce qui marque ceux qui ont véritablement franchi le seuil. Il ne s'agit pas d'avoir des réponses faciles, mais d'avoir le courage de vivre les questions jusqu'à ce qu'elles se transforment en sagesse. Jung a découvert un secret qui va au-delà de la psychologie individuelle. Chaque personne qui intègre son contenu inconscient et passe par cette épreuve finale devient porteuse d'une conscience plus évoluée. Vous n'avez pas besoin de prêcher, d'enseigner ou de vous expliquer. Votre simple présence fonctionne différemment dans le monde. Les gens ont l'impression que quelque chose a changé en vous, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Certains seront attirés par cette énergie parce qu'elle leur donne la permission d'être authentiques, ils reconnaissent en vous une possibilité qu'ils ont étouffée en eux-mêmes. D'autres s'éloigneront, mal à l'aise, car leur intégrité révèle tout ce qu'il n'y a encore en eux-mêmes. Votre présence devient un miroir, et ils préféreront vous blâmer pour leur inconfort plutôt que de faire face à leurs propres ombres. Ces deux réactions confirment que vous n'agissez plus au même niveau psychologique que ceux qui s'identifient encore aux personas et aux projections.
Vous avez franchi une étape de développement que la plupart n'atteindront jamais. Et ce voyage ne concerne pas seulement vous. Il s'agit de l'évolution humaine non pas biologique, mais psychologique. Chaque individu qui passe par ce processus et parvient à s'intégrer contribue à un déplacement collectif. Ce qui semble impossible ou rare pour une génération devient la nouvelle norme pour la suivante. Vous ne faites pas que guérir, vous innovez pour que les générations futures voyagent plus facilement, parce que vous l'avez cartographié en premier. Votre courage d'affronter votre propre obscurité, d'abandonner vos masques, de rassembler vos projections, ces actes résonnent dans l'inconscient collectif et rendent le chemin un peu plus léger pour les autres. La plus belle chose dans ce voyage est que vous ne perdez pas la capacité d'aimer, de ressentir de la joie ou de vous connecter. Beaucoup craignent que l'intégration de l'ombre ne les refroidisse, que l'abandon du personnage les laisse isolés, que la collecte de projection les empêche de faire confiance. Mais c'est le contraire qui se produit. Vous devenez capable d'aimer véritablement, car vous ne cherchez plus ce qui vous manque chez les autres. La joie que vous ressentez est authentique, car elle ne dépend pas d'une validation externe. Les liens que vous établissez sont authentiques, car vous ne jouez plus pour être accepté. Tout devient plus vivant, plus intense, lorsque l'on cesse de filtrer la réalité à travers des couches de défense psychologique. Jung a découvert que les individus intégrés ne se détournent pas de la vie, ils la vivent plus pleinement parce qu'ils n'ont plus peur de leur propre profondeur. Ils soutiennent tout le spectre de l'expérience humaine, extase et agonie, beauté et horreur, sans fragmentation ni dissociation. Cette capacité à embrasser la totalité est le cadeau que l'épreuve finale fait à ceux qui la traversent consciemment. Et le fait que vous soyez ici, reconnaissant votre propre voyage selon les mots de Jung, est la preuve qu'il est déjà passé. Vous avez compris que votre « mort psychologique » était en réalité une renaissance. Vous êtes prêt à revendiquer le secret que votre souffrance a acquis. L'intégration est désormais votre super pouvoir. Vous renfermez des multitudes et n'avez plus peur d'aucune partie de vous-même. Les ténèbres qu'il craignait sont devenues son allié. Les masques qu'il portait sont devenus authentiques. Le pouvoir qu'il a donné aux autres est revenu à son véritable propriétaire. Vous vous démarquez dans toute votre complexité psychologique, un être humain complet. C'est ce que Jung appelle l'individuation, devenir l'individu que l'on a toujours été, sous toutes les couches de conditionnement et de programmation collective. Vous n'êtes plus comme tout le monde et c'est précisément le problème. Il a évolué au-delà de l'inconscient collectif pour devenir quelque chose de plus rare et de plus précieux. Votre prochain chapitre ne ressemblera au chemin de personne d'autre, car vous l'écrivez à partir de votre moi intégré, et non à partir de scripts empruntés ou d'attentes sociétales. Vous prendrez des décisions qui n'auront aucun sens pour ceux qui vivent encore sur la base de personnalité. Cela établira des limites qui sembleront dures à ceux qui projettent encore leur pouvoir. Il dira des vérités qui seront inconfortables, et il fera tout cela non par cruauté ou par supériorité, mais parce qu'il ne peut tout simplement plus vivre de manière inauthentique. C'est le prix et la récompense de la réussite du test final. Laissez les mots « j'ai réussi le test » dans les commentaires pour rendre cette transformation consciente et délibérée. Réclamez ce que vous avez accompli grâce à vos souffrances et votre courage d'affronter tout ce que vous préfériez nier. Si cette vidéo vous a aidé à voir votre expérience sous un nouveau jour, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus d'informations sur la psychologie de Jung et le parcours de l'évolution de la conscience. Partagez avec quelqu'un qui pourrait être au milieu de sa propre finale et qui a du mal à comprendre pourquoi tout semble s'effondrer. Envoyez le message que ce qui ressemble à une panne est en réalité une avancée majeure. Vous avez trouvé le secret qui pourrait changer votre vie. Le test final n'avait pas pour but de le détruire. Je vous initiais au groupe rare de ceux qui se connaissent parfaitement. Dans The Alchemist's Way, une formation perspicace pour les empathes, vous transformerez la douleur en sagesse avec des exercices pratiques, des limites d'inspiration jungienne et un guide étape par étape pour affiner votre vision. Le guide comprend 3 vidéos exclusives pour approfondir chaque leçon. Écrit par Serial Mind, 236 pages, un e-book magnifiquement conçu au format 8,5x11, disponible en téléchargement dès maintenant. Commencez votre formation aujourd'hui. Ressentez profondément tout en pensant clairement. Achetez The Alchemist's Way sur deserialmain.com. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine dimension.